Pourquoi est-ce que les masochistes ont raison? Je sais que le titre est un peu aguicheur et c'est sûrement pour ça que tu as cliqué, mais je pense très sincèrement au fond de moi que les masochistes possèdent en tout cas une partie des clés du bonheur. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi en une dizaine de minutes, donc reste bien jusqu'à la fin s'il te plaît parce que je vais nuancer tout ça. Ne pars pas de la vidéo en te disant que ce mec est bizarre, il dit que le BDSM c'est super. On va nuancer tout ça, on va parler des types de souffrances, et notamment des types de souffrances volontaires et surtout on va les différencier, tous ces types de souffrances, ces types de souffrances volontaires qui ne se valent pas. Ma thèse dans cette vidéo c'est que la souffrance volontaire représente une des clés du bonheur mais que c'est plus compliqué que ça, que je vais devoir nuancer, donc s'il te plaît reste jusqu'à la fin. Quand j'étais petit, je faisais du judo, j'en ai fait jusqu'à mes 10-11 ans, et je me rappelle que dans ma dernière année, je faisais tout pour ne pas aller aux séances. Genre je me rappelle qu'une fois j'étais trop content parce que je m'étais pété un ongle et du coup j'avais réussi à convaincre mes parents de ne pas venir pendant 2 ou 3 séances. Et pourquoi est-ce que je voulais absolument pas venir aux séances de judo alors que j'aimais bien ça? Et bah tout simplement parce que je souffrais. Et aussi parce que j'ai été traumatisé, je me rappellerai toujours d'une compétition de judo où j'ai pris un étranglement. Bon, pas un étranglement comme ça, tu vois, mais genre un étranglement avec mon kimono. Il faut savoir qu'au judo, les étranglements, les clés de bras, c'est interdit avant 16 ans. Et à ce moment-là, moi, je rappelle que j'ai 10 ans et du coup, je me fais étrangler et je tape sur le tatami comme un golemon, sauf que l'arbitre, c'est genre une stagiaire et elle arrête même pas le combat. Carrément, je la vois étouffée, je tape et comme elle arrête pas le combat, je suis obligé de dire j'abandonne. Avec ma voix de puceau et elle finit enfin par arrêter au bout de genre 10-15 secondes d'étranglement. Oui, ça m'a traumatisé. Et du coup, je perds ce combat que j'aurais dû gagner d'ailleurs si l'arbitre c'était pas une stagiaire parce que les étranglements c'est totalement interdit, il aurait dû perdre le combat là-dessus. Je rappelle qu'on a 10 ans frère, tu m'étrangles pas, j'ai 10 ans. Bref, je me rappelle que je suis fini 2e du tournoi, que j'aurais dû gagner vu qu'il a pas le droit de m'étrangler. Et depuis cette compétition-là, j'avais trop peur d'aller au sol, ça m'a vraiment traumatisé et j'ai arrêté le judo l'année d'après. Et d'ailleurs, ce même mec-là qui avait gagné le tournoi, il avait déclenché une crise d'asthme à un mec qui était à 2 doigts de crever. Donc mon pote là, si tu passes devant cette vidéo et que tu te reconnais, j'espère que tu vas très mal. Non, je rigole bien sûr, on avait 10 ans, c'est pas sa faute, les arbitres avaient qu'à savoir arbitrer aussi. Bref, pardon, désolé pour la digression, mais je crois que ça me pesait sur la conscience. Je disais donc que je faisais un maximum pour sécher le judo, déjà parce que j'étais traumatisé, mais aussi parce que je souffrais. Pour ceux qui ont déjà fait du judo, grosso modo, n'importe quel art martiaux, sport de combat, vous savez que à l'entraînement, tu souffres. Et moi, il se trouve que cette année-là, j'avais genre monté de groupe, tu vois, parce que t'as des groupes d'âge et tout, et j'étais genre un des plus jeunes de mon groupe, ce qui faisait que je me faisais très souvent tabasser par de mecs de 14, 15, 16 ans. Mais cela dit, j'avais beau souffrir, je me rappelle très bien que quand je rentrais d'après l'entraînement, et j'étais très heureux. Bon, déjà, par un effet de contraste, quand tu souffres beaucoup et que t'arrêtes de souffrir, et ça va mieux, quoi. Et aussi parce qu'en fait, finalement, j'étais content d'être venu, je sentais que j'avais progressé et ça me faisait plaisir. Et finalement, j'étais quand même plus heureux ces soirées-là que les soirées où je n'étais pas venu à l'entraînement parce que j'avais réussi à convaincre mes parents de pas venir parce que j'avais mal au petit orteil. Et je pense qu'il y a de fortes chances que toi qui regardes cette vidéo, t'aies vécu des expériences plutôt similaires. Des cours de demi-fond au collège ou au lycée que tu détestais, mais finalement, à la fin du cours, t'avais la patate. Genre, tu revenais au lycée, t'étais trop content. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça que je le vivais. Et ça, c'est même scientifique et ça s'explique facilement avec le système dopaminien. Ok, dis-toi qu'actuellement, tu possèdes un certain niveau de dopamine. Genre, dis-toi que t'es dans un jeu vidéo et genre, t'as des stats et t'as genre 40 sur 100 en dopamine. Ok, alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui correspond plus ou moins au niveau de ton bonheur actuel. Bon, pour être plus précis, ça correspond plutôt à ton niveau de motivation, mais de manière générale, ton niveau de motivation et de bonheur est relativement corrélé. En général, quand tu es motivé à faire quelque chose, c'est parce que tu es bien dans la tête. Ok, donc à l'heure où je te parle, tu as un niveau de dopamine qui est, on va dire, ici. Ok, admettons que tu décides de te gratifier instantanément, par exemple en regardant des réels Instagram ou encore en mangeant du chocolat, par exemple, voilà, parce que t'as des problèmes de meuf, tu veux de la sérotonine, tu manges du chocolat. À ce moment-là, ta dopamine, elle va monter parce que tu t'es gratifié instantanément, ça fait monter la dopamine. Sauf qu'après les effets court terme de la montée, tu vas avoir un effet de redescente qui va être particulièrement violent et ça va redescendre au-dessous de ton niveau de base qui était ici. Cependant, je vais quand même nuancer. Ce modèle-là, il fonctionne très bien quand tu juges ta gratification instantanée comme néfaste. Par exemple, au hasard, je décide de manger du chocolat pour combler mon manque d'affection. Je vais considérer ça comme plutôt néfaste parce que le chocolat c'est plein de sucre et que le sucre c'est mauvais et surtout parce que mon manque d'affection, je pourrais le combler bien autrement et de manière bien plus positive. Alors c'est pour illustrer, j'ai pas vraiment de manque d'affection. Bon, si tu veux un exemple plus concret qui te parlera plus, c'est un peu comme quand tu te LeBron James et que quand tu sors la sauce du chef, t'as le sentiment de culpabilité. Je pense que maintenant que j'ai dit ça, c'est beaucoup plus clair dans ton esprit. Mais après, il existe des gratifications instantanées que tu juges comme positives et donc ça te fait pas de descente de dopamine aussi violente. Par exemple, tu viens de faire le sexe pour la première fois et ton euphorie, elle est tout là-haut et ta dopamine aussi, elle est pas près de redescendre. Enfin, à ce qui paraît, moi j'en sais rien. Et maintenant, on va donc parler de s'infliger de la souffrance volontaire, ce qui crée donc de la dopamine différée. Donc revenons à notre niveau de base de dopamine. Là, on va dire que c'est mon niveau de dopamine avant d'aller au judo.
Je vais au judo, je me fais casser la gueule, j'ai le seum, je me fais péter le cul. Donc là, je vais au judo, je souffre, je me fais étrangler, j'ai le seum. Ensuite, c'est la fin de la séance, ma dopamine va faire un rebond, fiou. Et là, ma dopamine, elle finit tout là-haut, déjà parce que je suis content, j'ai réussi à venir. Mais aussi parce que je me sens plus fort, je me sens progresser physiquement, je sens que je progresse au judo. Mon image de moi, elle progresse positivement, je suis plus motivé et je suis sûr que si tu me demandes de refaire une séance, je pourrais dire oui. Alors que 3 jours après, je voudrais toujours pas venir au judo parce que ma dopamine aura fini par redescendre. Donc, conclusion, après s'être infligé une douleur volontaire, on est plus heureux qu'auparavant. Mais du coup, est-ce que c'est valable pour toutes les douleurs? Est-ce que c'est valable pour le BDSM ou est-ce que c'est valable par exemple pour la scarification? Et la réponse c'est non et c'est donc pour ça que je vais donc devoir différencier 2 types de souffrance et 2 types de plaisir après la souffrance. Bon, je pense que vous avez tous eu une crampe dans votre vie, ça fait super mal, c'est une des pires douleurs, mais c'est assez rapide et quand ça se termine, waouh, le soulagement. Tout simplement parce que ton corps, il va libérer des endorphines pour te soulager de la douleur et c'est genre une drogue, hein. C'est incroyable. Mais ça, c'est pas le même type de souffrance de ce que je te parlais avec le judo. Dans le cas du judo, moi, je vais me sentir mieux pendant toute la soirée parce que je vais me dire, putain, c'est cool, j'ai progressé, j'ai réussi à aller au judo, je sens que je progresse au judo, mon image de moi, elle augmente. En fait, ce qui va permettre d'augmenter mon niveau de dopamine pendant toute la soirée, c'est pas des endorphines, c'est plutôt des pensées positives sur moi-même. Je rappelle quand même que, grosso modo, notre niveau de bonheur, il est considérablement influencé par nos pensées. C'est une des bases des stoïcismes. Si t'as pas de pensées négatives, t'es pas heureux. Et les pensées négatives, elles viennent très souvent après une source de gratification instantanée qui ne sert à rien, qui est néfaste. Alors qu'après s'être infligé des douleurs volontaires dans un but précis et positif, ton image de toi-même va augmenter et ta dopamine aussi. Par exemple, dans le cas des gens qui seraient en dépression et qui malheureusement se scarifieraient, ça augmentera pas leur niveau de dopamine. Parce que sinon, la scarification, ça serait une solution magique qui sortirait de la dépression. Et c'est absolument pas ça, c'est tout l'inverse. Et si c'est pas une bonne source de souffrance, c'est tout simplement parce que la scarification, c'est de la gratification instantanée. Alors c'est pas logique, mais il y a 2 raisons à cela et je vais te l'expliquer maintenant. Bon, la première raison, c'est encore une fois les endorphines. Après l'ouverture d'une plaie, t'as quelques secondes de douleur intense et tout de suite l'endorphine qui vient calmer cette douleur. Ça arrive vraiment très vite, c'est pour ça que je parle de gratification instantanée. Et la deuxième raison, c'est une raison plus psychologique. Très souvent, le but de la scarification, c'est de déplacer sa souffrance. S'infliger de la douleur physique, c'est une manière d'oublier sa douleur mentale. Quand tu souffres intensément physiquement, tu peux plus souffrir mentalement. Mais le problème, c'est que ça dure qu'un temps et une fois la douleur physique passée, tu reviens à la douleur mentale en encore plus fort. Parce qu'évidemment, ton image de toi après t'être scarifié, elle est encore plus horrible. Et c'est un cercle vicieux extrêmement difficile à gérer. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai vu une vidéo de Loan Élevé où il disait en gros que si t'étais malheureux, t'as qu'à dormir sans lit, tu seras plus malheureux parce que tu souffriras toute la nuit. Mais je pense que c'est pas une bonne solution parce que quand tu retourneras dans ton lit parce que t'en auras marre, tu seras pas plus heureux. Même si c'est sûrement bien mieux que ce qui arrive, bien sûr. Et c'est de ça dont je vais parler aussi dans cette vidéo, c'est de cette injonction à la souffrance qui peut être un peu trop forte parfois dans le milieu du dev perso. Par exemple, si tu cumules 2 emplois, que tu travailles 50 heures ou 60 heures pour nourrir ta famille, tu peux pas être heureux. Parce qu'avec ma définition, on pourrait croire que t'as souffert toute la journée et qu'en rentrant chez toi, tu vas être heureux. Mais le problème, c'est que t'as pas de progression, t'as pas de perspective de t'améliorer. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas comparer le nombre d'heures de travail d'un entrepreneur et d'un salarié, par exemple. Un entrepreneur qui travaille 60 heures par semaine dans un but précis, il ira toujours mieux mentalement qu'un salarié qui fait 35 heures dans un boulot qu'il déteste. Tout simplement parce que dans le cas de l'entrepreneur, il y a une perspective derrière. Et ça change énormément de choses. Parce que par exemple, un burn-out, ça n'arrive pas que parce que tu fais que travailler. Un burn-out, ça arrive quand tu fais que travailler et que tu ne sais même plus pourquoi quand t'es aliéné. Voilà, ça c'était la petite clarification que je voulais faire sur la dopamine différée. Toutes les douleurs ne se valent pas, toutes les souffrances ne sont pas égales. Une souffrance, elle est positive quand tu sais à quoi elle sert et quand tu as des perspectives d'amélioration grâce à cette souffrance. Parce que oui, pour reprendre notre exemple, la mère célibataire qui travaille 40, 50, 60 heures par semaine pour nourrir ses 2 enfants, pourrait dire qu'elle sait pourquoi elle fait ça, c'est pour nourrir ses enfants. Et oui, évidemment, si elle savait pas pourquoi elle faisait ça, elle travaillerait plus, mais il faut aussi comprendre qu'elle n'a pas le choix de le faire. Ce n'est plus de la souffrance volontaire, c'est de la souffrance involontaire tout simplement parce qu'elle n'a pas d'autre moyen que de travailler 50 heures, 60 heures par semaine pour nourrir ses enfants. Et ça, c'est totalement différent de la souffrance volontaire. Prendre une douche froide parce que t'as pas d'eau chaude, ça peut être dur à gérer mentalement. De la même manière, jeûner alors que t'as la possibilité de manger, c'est cool, ça va augmenter ta dopamine parce que ça va augmenter ton image de toi. Tu te dis, ouais, je suis capable de jeûner, je suis fort, c'est cool. Alors que jeûner parce que t'as pas le choix, parce que t'as rien à manger, c'est horrible et ce n'est pas du tout comparable. Mais du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir répondre au titre de la vidéo. Est-ce que les sadomaso ont raison? Eh bien, j'ai envie de dire, tout dépend de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils font ça. S'ils trouvent que le masochisme c'est cool, tant pis, ils se régalent, ils ont pas de raison d'être malheureux, leur dopamine ne va pas redescendre parce que leur image d'eux-mêmes ne va pas changer. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la souffrance est réellement volontaire parce qu'ils pourraient s'en passer, mais ils le font quand même parce que ça leur fait marrer. Sauf qu'en revanche, de la même manière qu'avec la
Il arrive que certaines personnes qui pratiquent le BDSM le fassent de manière à vouloir se sentir mieux. Ça peut arriver que deux personnes pratiquent le masochisme parce qu'ils se sentent mal dans leur peau. Par exemple, prenons 50 nuances de Grey. Ça reste mon analyse très personnelle du film, et personnellement, je pense que Christian Grey, s'il pratique le BDSM, c'est parce qu'il a des problèmes de santé mentale. Le mec est devenu milliardaire bien trop jeune, il est en crise existentielle, il a un vide qu'il n'arrive pas à combler autrement que par le BDSM. Sans parler de ses traumatismes avec la meilleure amie de sa mère, ou je sais plus, j'ai un peu oublié le film. Oui, dans le cadre d'une vidéo dev perso, j'ai fait une analyse premier degré de 50 nuances de Grey, et pourquoi pas. Donc, dans le cadre de 50 nuances de Grey, Christian, s'il pratique le BDSM, ce n'est pas une souffrance volontaire, c'est une souffrance involontaire car il est obligé de faire ça. Il ne voit plus d'autres solutions pour vivre, pour éprouver des choses. Un peu de la même manière que l'héroïnomane a besoin de sa dose, même s'il sait que c'est horrible, qu'il va souffrir, que ça ne l'aide pas du tout. Il a besoin de sa dose pour continuer à vivre, supporter la douleur de la vie. Pour résumer la vidéo, oui, souffrir c'est bien, mais il faut que la souffrance soit réellement volontaire. Et pour qu'une souffrance soit réellement volontaire, c'est qu'il doit y avoir possibilité de ne pas souffrir. Quand bien même cette souffrance serait utile, comme avec le cas de la salariée qui doit nourrir ses enfants, même si cette souffrance est utile au final, elle reste finalement négative pour la santé mentale parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc voilà, n'hésitez pas à souffrir pour être heureux, mais souffrez intelligemment. Si tu t'infliges des souffrances dont tu n'arrives pas à te passer et qui te font mal au moral sur le long terme, eh ben ce n'est pas positif et tu devrais en parler éventuellement à un professionnel ou au moins à des amis, à de la famille, c'est déjà la première étape. Sur ce, prends soin de toi, souffre, mais pas n'importe comment, et on se dit à samedi prochain. Bisous la team.